Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon, sans trop faire tarder, vous connaissez la chanson, vous connaissez le refrain, vous connaissez la suite de ce qui va arriver. On s'attaque encore sur un DVD de Dragon Gate. Oui, je sais, encore, parce que c'est loin d'être terminé. Donc, Untouchable. Et non, vous n'êtes pas tombé sur un film de Scarface joué par Al Pacino. C'est c'est juste le nom Untouchable de 2012 pour la Dragon Gate. Donc, oui, on va dire, ils se sont inspirés du film Scarface en cover, que je trouve vraiment sympa. De toute façon, il n'y a pas. Il n'y a pas que la Dragon Gate qui s'est inspiré, il y a aussi Eddie Guerrero. Et après, celui qui a volé l'idée d'Eddie, ben, c'est Rey Mysterio. Et j'en passe des personnes. D'ailleurs, les images sont vraiment sympas. Avec Johnny Gargano, El Generico, Shima. J'en passe des personnes. En tout cas, vraiment sympa. Donc, c'est magnifique. On dirait, de ce côté-ci, on dirait un peu en mode GTA, mais en noir et rouge et blanc. Très sympa, vraiment très sympa. Alors, tout ce que je sais, c'est que ça s'est déroulé le 28 juillet 2012 lors de Gibraltar Trade Center Taylor Miami. Donc ça s'est déroulé à Miami avec El Generico aussi. En bonus, ben, c'est le highlight du show. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à part que c'est un highlight du résumé de tout la carte. Et pour commencer, eh bien, on a deux matchs du pré-show auxquels on ne les voit pas du tout apparaître. Donc le premier match, c'est J. Miller contre Tyler Elkins. Euh, Match auquel ben, forcément la plupart je ne les vois pas du tout et auquel je connais le résultat. Donc c'est J. Miller qui remporte le match. Donc ce match-là, c'est un 3. Ensuite, ben, le deuxième match du pré-show, après c'est la carte principale. Gavin Quinn contre Cameron Ski contre Dave Manzo contre Ted Vaughan, pardon. Et pour terminer, contre Tommy Tresnik. Eh ben, aucune de ces personnes remporte le match à part Garvin Quinn. Donc c'est 3,10. Et encore victoire de Gavin Quinn, quoi. Bon, assez parlé du match du pré-show. Passons à la carte principale. Donc pour la carte principale, ça commence direct avec une promo entre Chuck Taylor et Jake Manning, auquel ben, ils interrompent un peu le show et ça parle au niveau de camping, auquel ce que j'ai vu est celui qui se prend pour un boy scout ramène directement du bois coupé, auquel ben, il veut faire un feu de camp en plein milieu du ring. Ce qui est une chose assez débile, mais que l'idée en soi est pas conne. Sur un ring, au niveau c'est con, hein. Ça c'est vraiment un niveau de connerie assez élevé. Euh, Par terre, peut-être que ça aurait le fait, mais là, pas du tout. Bon après, encore une fois, il y avait de l'idée, mais concept au niveau scout, ben, un peu éclaté. Jusqu'à ce qu'il y a, si je me trompe pas, John Davis qui arrive, mais qui se fait allumer par Jake Manning et par Chuck Taylor. Et par la suite, il va avoir Rich Swann qui va jouer le save pour, euh, pour permettre à John Davis de s'occuper bah, tranquillement de Jake Manning. Auquel le match va être un peu court, mais auquel c'était, on va dire, un bon match très court. Même si, encore une fois, un match très court n'est pas forcément la meilleure. Mais bon, tout ce que je sais, c'est victoire de John Davis qui bat Jake Manning. Et par l'occasion, ce match-là, c'est un 3,20. Et pour poursuivre avec Rich Swann, eh ben, lui va affronter Chuck Taylor, auquel le match, sous le papier, ça aurait de la gueule.
Ça aurait été intéressant. Mais pareil, match auquel c'était un tout petit peu compétitif, mais un peu cantonné un peu au niveau de la comédie wrestling. Donc il y a un peu de tout dans ce genre de truc. Auquel dans ce bordel, ben, c'est Rich Swann qui remporte le match. Ne me demandez pas pourquoi, je dis que c'est tout simplement lui qui remporte le match, vu comment j'ai suivi ben, les mouvements auxquels je ne devais pas non plus trop citer parce que sinon je m'emballe beaucoup trop, mais que c'est victoire de Rich Swann, tout ce que je sais. Voilà. Donc c'est un 3,20 aussi. Et pour poursuivre, eh ben on a The Super Smash Brothers. On dirait que cette équipe s'est inspirée bah, de Super Smash Bros. On dirait qu'ils sont un peu inspirés de ça. Bon, après, peut-être qu'ils ont beaucoup joué à Super Smash durant leur jeunesse, donc c'est peut-être pour ça qu'ils se sont inspirés de ça. Donc, ouais, bref, des fois je suis pas trop fan de ceux qui utilisent, mais qui ne sont pas, on va dire, de réel succès. Mais tant qu'il y a de l'idée, ça pourrait peut-être le faire, même si encore une fois, pas sur le long terme. Donc, les participants sont Player Uno et Player DOS. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui se fait appeler Evil Uno à la EW, ce mec. Je ne sais pas si c'est lui, mais peut-être que Evil Uno, si c'est lui, en vrai, je pense qu'il a plus de chance, il a plus de chances de rester dans l'indie, parce qu'au moins il peut faire de la merde indie, ça choquerait personne. Après, je dis pas que toutes les fédérations confondues indie sont de la merde. Je dis la plupart. Ceux qui font du bon contenu sur le ring, des bons spectacles et aussi un bon scénario, même si c'est pas, on va dire, la WWE, les fédérations indépendantes. Mais voilà, c'est tout ce que je pouvais en dire. Même si encore une fois, j'essaie d'aller droit au but de ce que je veux dire, mais c'est pas évident de tout citer d'une traite. Mais bref. Et face à eux, The Sen, donc Caleb Conley et Scott Reed. Eh ben, ce ne sera pas The Sen qui remporte le match, mais The Super Smash Brothers qui remporte le match. Donc, Player Uno et Player Dos. Et que si jamais ce serait Evil Uno, ben, finalement, j'ignorais. J'ignorais que c'était lui en vrai. Mais bon, 3,10. Je décide de mettre ça parce que j'étais pas dedans. Et aussi, ça peut être intéressant. Au moins, ils ont fait réagir le public. C'est pas ça le problème. Ils ont fait réagir le public, mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Malheureusement, c'est pas ma cam. Donc, je poursuis encore une fois. On passe au suivant. Yamato contre Ricochet. Je me demande combien de fois Ricochet a affronté Yamato ou d'autres, la plupart des catcheurs japonais. Ce serait un gros point d'interrogation. Et aussi combien de défaites il en a accumulé, je pense un petit peu pas mal, mais il a aussi accumulé beaucoup de victoires. Donc on va pas traiter de Ricochet de nulos ou de naze, vu comment sous le ring, ce qu'il fait c'est pas naze. Encore une fois, qu'on est fan ou pas ou non de son style, il y a des goûts pour chacun qui apprécieront. Il y en aura toujours. Même si on sait qu'il n'est plus à la WWE et qu'il pourrait partir ailleurs, du fait que du fait que ça fonctionne bien là-bas et qu'il est content, heureux, ce que vous voulez, ça avance certains qui seraient intéressés. Et du fait que ça l'avance aussi dans sa progression. Parce qu'entre-temps, je sais que je suis à jour sur les news auxquelles j'ai vu. Notamment apparemment la NOAH et la WWE vont faire une annonce ce week-end. Quelle est leur annonce? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que un catcheur pourrait catcher dans leur structure pour avoir de la visibilité ou alors leur part de visibilité peut-être? Ou juste, juste question à faire? Selon la question, je sais pas trop y répondre à ça, si ce n'est que
Je dis ce que j'ai entendu parler sur le net. Mais en tout cas, si c'est une collaboration, je me dis collaboration avec la TNA, collaboration avec la Noah, où est-ce que ça va mener tout ça? Je me demande où ça ira. Pour l'instant, je préfère pas trop l'ouvrir sur tout ça. Et aussi, j'ai même appris qu'une structure nippone du Joshin Wrestling, donc fédération 100% féminin, accepterait de d'inviter Io Sky catcher contre l'une de leurs catcheuses. Et que on a vu par appel vidéo sur le petit entron qui s'est déroulé au Japon. Donc ça se lance et ça se laisse entendre à quel point la WWE préfère avoir confiance aux personnes qui mettent dans les différentes structures du fait que il y a une promesse dans tout ça. La promesse, c'est entre l'accord entre les dirigeants et les catcheurs. Donc voilà les mises à jour auxquelles j'ai entendu et vu parler. Mais bon, concernant le match entre Yamato et Ricochet, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, même si ça vole pas plus haut que dans les matchs auxquels ça vaut la totale de 5. Mais pas mal, vraiment pas mal. Même si on sait que Ricochet, avec son côté athlétique, peut faire des merveilles. Yamato, avec son côté pour Resto Style, un peu lucha libre, peut très bien rivaliser sur le terrain face à Ricochet, comme la plupart des lutteurs très agiles, très aériens peuvent rivaliser avec lui. Donc les personnes comme ça peuvent se compter sur le doigt d'une main. Et auquel, encore malheureusement pour Ricochet, il perd le match face à Yamato. Et que c'est Yamato qui remporte le match. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc 3,40. Et par la suite, encore un match par équipe. Encore un match par équipe entre The Duf avec Eric Canyon. Et ce n'est pas avec Sami Callihan cette fois-ci. Non, parce que d'habitude, The Duf, c'est Eric Canyon et Sami Callihan, mais là, ce n'est pas exactement le cas. Donc je pense qu'il a eu un remplaçant, ou, ou peut-être qu'on l'a fait éjecter de ce petit groupe. Euh, peut-être l'un des deux. Peut-être l'un des deux, mais l'autre participant et partenaire s'agit de Pinky Sanchez contre Derek Reese et N-Whit Matson. N-Whit Matson et Derek Reese. Ça, ce sont des noms un peu comme euh, Pinky Sanchez. C'est vrai que ce sont des noms auxquels ça me vient pas du tout à l'esprit. Hein. Je vais pas faire la langue de bois. C'est juste que la plupart, je connais pas leur blase et la plupart qu'ils ont un nom à la con. Donc, bien sûr, des noms à la con auxquels j'en ai cité, des fois ça atteint le niveau du panier, ou, ou alors certains qui sont assez nuls, auxquels ça finisse même pas tout au-dessus, mais ça finit tout en bas. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Dans ce match-là, par équipe, on connaît les bases, changement rapide, travail en équipe, distraction du heal par rapport à l'arbitre, les faces qui veulent être encouragés, et j'en passe des trucs, mais dans ce match-là, c'est The Duf qui remporte cet affrontement, et auquel je mets un 3,5. Donc voilà. Et pourtant, ils n'étaient pas prêts de partir. The Duf, vu comment Pinky Sanchez prend le micro et s'adresse au public de la Dragon Gate, il parle de tout et de rien jusqu'à ce que ça fait appel à Masada. Si je ne me trompe pas, Masada. Ouais, Masada. Soit Masada avec 2S ou alors un S. En tout cas, sur la jaquette, c'est un S. Et ce que j'ai écrit avec 2S. Qu'il affronte Pinky Sanchez. Certes, il a peut-être du potentiel Pinky Sanchez, mais c'est Masada qui est quand même un peu dans le lot
pour rivaliser avec la plupart des personnes. En tout cas de la mid-card, hein. De la mid-card, pas du main event, mais auquel c'est lui qui bat Pinky Sanchez et que c'est un 3,5. Donc voilà. Par contre, en revanche, excusez-moi si vous entendez du bruit des fois, les bruits de chiens qui aboient ou les enfants qui jouent dans la cour. C'est vrai que on n'est jamais assez tranquille et pourtant, tout à l'heure c'était assez calme jusqu'à ce que le bruit ressurgit. Et bon, je tenais à vous le faire rappeler, même si c'est pas forcément important. Vaut mieux quand même prévenir. Donc encore un match par équipe. De toute façon, il n'y a plus que 2 matchs après c'est terminé. The Dream Tag Team Match entre Shima et Air Fox. Donc eux, je suis sûr qu'ils font pas partie de Blood Warriors ou de l'autre équipe auquel j'avais cité dans l'autre vidéo. J'ai oublié le nom. De toute façon, tout ce que j'ai dit hier quand j'ai sorti la vidéo, je devais le dire parce que j'ai écrit leur nom sur le papier. Mais voilà, ça me sort par l'esprit tout d'un coup. Bon, contre El Generico et Samurai del Sol. Donc, vous saviez qui c'est El Generico, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Vous savez que c'est Sami Zayn. Mais en revanche, Samurai del Sol, vous ne savez pas qui il s'agit, vu comment il s'agit bien de Kalisto. Donc oui, Kalisto, c'est lui, le Samurai del Sol. Et auquel ils affrontent Shima et Air Fox, auquel c'était du pur match lucha, un peu puroresu aussi, et divertissement à l'américaine, si je peux m'abuser. Auquel les gens ont très 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 bien réagi, ils ont fait d'énormes bruits, ils ont popé comme pas possible, vu comment ça peut être bon, surtout en connaissant Shima, El Generico et Samurai del Sol, quand on apprend à les connaître. Donc c'est pas, on va dire, du mauvais ce qu'ils font. À vrai dire, ce n'est pas dégueulasse du tout, hein, vraiment pas du tout dégueulasse. Mais en revanche, peut-être que j'étais persuadé que ce serait victoire de El Generico et Samurai del Sol. J'étais persuadé que ce serait eux. Finalement, je me trompais, vu comment c'est victoire de Shima et de Air Fox. Qui font, on va dire, le pin, et que celui qui va se faire sacrifier, je pense que c'est soit El Generico ou Samurai del Sol. L'un des deux. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de Shima et Air Fox. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. 3,50 pour ce match-là. Et maintenant, le main event. Match pour le titre Open the Freedom Gate Championship match. Donc, apparemment, The Open the Freedom Gate, c'est le titre suprême de la Dragon Gate, apparemment. J'ai peut-être raison ou tort à ce sujet, mais je pense que c'est ça. Mais bon. Johnny Gargano contre Akira Tozawa et qu'il était accompagné par Christina Von Eri. Je vous ai peut-être pas parlé au début, mais au début du match entre Rich Swann et Chuck Taylor, Rich Swann se faisait attaquer par Jake Manning, et auquel Christina Von Eri, et pas Von Eric, hein, j'ai pas dit Von Eric, c'est Von Eri. Donc Von Eri. Et non, elle fait pas partie de la célèbre famille maudite Von Eric, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait une promo contre Johnny Gargano, auquel c'était un peu des menaces en l'air pour faire dire tes dernières heures en tant que champion se rapprochent. Tu ne pourras pas, on va dire, être à la hauteur des Chuck Taylor, des Akira Tozawa, des Ricochet, des El Generico, et j'en passe des personnes, vu comment il sera foutu. Entre les guillemets, hein, je dis bien entre les guillemets, mais ça teasait quelque chose. Ça teasait vraiment quelque chose. Mais auquel ce match-là, il était bon, seulement peut-être un des meilleurs matchs de la soirée, et auquel c'était très bon. Peut-être que en note de globalité, j'aurais pu mettre un tout petit peu plus haut, mais en note globale, c'est, on va dire, mes choix personnels, donc je me dis, c'est un peu mes choix, donc je fais un peu ce qui me chante, ce qui me traverse à l'esprit, et auquel le match était vraiment pas mauvais. Les deux ont eu un bon petit alchimie entre les deux,
vraiment un très bonne alchimie, et auquel, que ce soit Tozawa ou Gargano, ils se font encourager par le public, alors que selon moi, celui qui est face doit se faire plus encourager, et celui qui est censé jouer le heel se faire détester. Mais malheureusement, c'était pas très objectif de la part du public qui décide de scander les deux. Donc on a en face peut-être des babyface, alors que Tozawa peut être très bien le pur heel par excellence. Mais on l'a un peu cantonné dans ce rôle de face. Et Gargano aussi. Pas mal de réactions du public, hein, vraiment beaucoup de réactions. Et je me rappelle dans le match, Akira Tozawa faisait des atemi à la manière de Kenta Kobashi, un peu comme le fait Eddie Kingston. Mais en revanche, c'est pareil. Tozawa, quand il fait des atemi à la Kobashi, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas assez de puissance. Et c'est pareil pour Kingston. Lui, quand il fait, il tape pas assez fort, quoi. Alors que si on compare Kobashi, Gunther ou alors Dragunov, ceux-là peuvent le faire. Ils peuvent le faire vu comment il y a de l'impact, il y a de la puissance et on le sent passer venir. Alors que Tozawa, c'est c'est un peu mou. C'est un peu mou les Atemi. Et pareil, Gargano a tenté aussi les Atemi à la Kobashi. J'ai senti de l'impact, un tout petit impact, mais après, au bout de quelques minutes, ça devenait un tout petit peu mou, soit parce qu'il commençait à se fatiguer, vu vu comment il doit enchaîner très rapidement pour éviter de se faire prendre par dépourvu par certaines personnes. C'est peut-être aussi pour ça, même s'il y a eu des petits temps morts à chaque match, mais ça repoursuit entre les deux hommes. Tozawa a tenté ces German suplex dont lui seul peut détruire n'importe quel lutteur avec ce genre de manœuvre. Gargano tente de se sauver comme il peut, vu comment il a un cœur totalement rebelle, et auquel il fait des choses totalement rebelles, et que c'est pas, on va dire, sous cet état-là auquel il va se laisser au dépourvu. Vu comment il lutte pour survivre, il veut pas perdre le titre de la Dragon Gate, vu comment c'est lui le champion, et que il se relève à chaque move de Akira Tozawa, et pareil pour Tozawa aussi, il se relève malgré les moves de Johnny Gargano, mais à la fin ça va se clôturer par la soumission de Johnny Gargano, le crossface inversé, auquel Johnny Wrestling remporte le match et il conserve le titre. Et à la fin du match, c'est difficilement auquel il prend le micro et auquel il essaye de prendre son souffle pour prendre son temps et pour parler avec la foule. Auquel il va faire un petit monologue comme quoi la Dragon Gate c'est l'une des meilleures structures indie qu'il a jamais mis les pieds. Et auquel les meilleurs peuvent sûrement aller dans d'autres structures comme la Ring of Honor, la PWG, la Chikara et la Evolve, FIPW, d'autres structures indie. Rien comparé à la Dragon Gate, c'est l'une des endroits auxquels il faut être. Et ça, c'est les paroles de Johnny Gargano, pardonnez-moi. Ça, ce sont ses paroles à lui. Et auquel il nous explique aussi, quand il était petit, il a toujours rêvé de main eventer un WrestleMania. Et que même s'il a peut-être conscience auquel ce n'est pas, on va dire, en restant dans l'indépendant auquel il va réussir, vu comment il va tout faire pour réaliser son rêve à tout prix. Donc, espérons peut-être qu'il réussira sa promesse auquel il aura fait quelques années plus tard. Honnêtement, on le sait pas, hein. On le sait vraiment pas. Même s'il est encore une fois cantonné à la mid-card, alors qu'il est très talentueux, hein. Mais il manque un peu de charisme, un peu de trucs rien qu'à lui. Il manque juste ça. Mais sinon, il est fier d'avoir remporté son match et il est fier de représenter au plus profond de son cœur, de son sang, de son âme, la Dragon Gate et auquel Bane nous en remercie et il est prêt à célébrer avec le public jusqu'à ce que Chuck Taylor et Jake Moaning attaquent tout simplement Johnny Gargano par derrière et auquel ils vont le frapper, le taper tout simplement. Et que t'as Chuck Taylor qui arrive avec un genre de tenue tel un grizzly ou un
Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ben, il a réussi à surprendre par surprise en le faisant sa prise finish destructible sur Johnny Wrestling, jusqu'à ce que Shima arrive et faire chasser les deux truands. Et par la suite, ben, c'est lui qui sauve par, par advertance Johnny Gargano, et auquel ben, c'est lui qui va clôturer la promo de merci d'avoir regardé ce show, et auquel ben, la Dragon Gate, c'est la grande puissance. Donc voilà ce que je tenais à dire, et c'est la fin de ce segment et de ce show, tout simplement. Donc voilà, tout a été dit, et auquel ben, les matchs et l'ensemble, 3,60, et le match entre Akira Tozawa et Johnny Gargano, 3,70, 70 si vous préférez. Donc voilà, au moins je rattrape le petit retard, et auquel je m'arrête ici. Donc pour moi, c'est terminé. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.